Claire Moreau avait 32 ans et portait dans le regard la lumière douce de ceux qui résistent en silence. À Lyon, sa ville natale, elle avançait dans la vie avec la régularité d'un métronome brisé. Jamais à l'heure, toujours en mouvement. Mère célibataire depuis que son mari l'avait quittée sans prévenir, elle élevait seule Élise, sa fille de 7 ans, un petit tourbillon d'énergie et de questions auxquelles Claire répondait avec tendresse, même les soirs d'épuisement. Leur appartement, modeste mais chaleureux, était situé dans le quartier de Montplaisir. Chaque matin, Claire déposait Élise à l'école à 8 heures précises, puis filait à la Bellemonde, un imposant groupe de mode et de cosmétiques installé près de la Part-Dieu. Là, elle travaillait comme assistante administrative, un poste sans prestige mais stable, son seul rempart contre le chaos financier. Les horaires étaient stricts, les attentes élevées, les marges d'erreur inexistantes. Claire s'accrochait à ce poste comme à une bouée. Depuis la séparation, les factures s'empilaient plus vite que les sourires. Elle avait appris à tout faire seule, gérer le budget, apaiser les colères d'Élise, rester professionnelle même lorsque l'angoisse la tenait éveillée jusqu'à 2 heures du matin. À la Bellemonde, elle n'était qu'un nom parmi d'autres dans une base de données, mais elle ne se plaignait jamais. Elle connaissait trop bien le prix de la sécurité. Sa supérieure, Madame Leroy, incarnait la rigueur froide du monde corporatif. Une femme sèche, méfiante, qui ne tolérait aucun écart. Claire, elle, avait déjà reçu 2 avertissements pour avoir déposé Élise quelques minutes plus tard à l'école, ce qui retardait son arrivée au bureau. Un 3e retard serait considéré comme une faute grave. Claire le savait. Elle en rêvait même parfois, le cœur serré. Pourtant, ce mardi-là, tout semblait comme d'habitude. Claire avait préparé Élise à la hâte, enfilé un chemisier propre, noué un foulard bleu pâle autour de son cou, puis déposé sa fille avec un baiser. Elle avait pris le tram en courant, espérant gagner quelques précieuses minutes. Dans sa tête, elle organisait déjà sa journée. Dossiers à classer, emails à répondre, appels à filtrer. Une routine épuisante, certes, mais rassurante dans sa monotonie. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que cette journée banale en apparence allait tout bouleverser. À quelques pas de l'entrée du siège de Bellemonde, un cri retentit, suivi d'un fracas métallique. Des passants s'étaient arrêtés, formant un cercle irrégulier autour de quelque chose, ou de quelqu'un, au sol. Claire, freinée par l'instinct maternel qui ne la quittait jamais, se faufila à travers la foule. Son regard se posa sur un homme gisant sur le trottoir, près d'un scooter renversé, son bras gauche saignant abondamment. L'adrénaline prit le dessus. Sans réfléchir, elle défit le foulard de son cou, le serra autour du bras de l'inconnu comme un garrot improvisé, tout en criant à quelqu'un d'appeler les secours. L'homme ne réagissait pas, son visage était pâle, sa chemise trempée de sang. Claire resta à ses côtés, pressant le tissu, murmurant des paroles qu'elle ne comprenait même pas, espérant que sa voix suffirait à le maintenir conscient. Les minutes s'étirèrent comme des heures. Lorsque les sirènes retentirent enfin, Claire sentait ses mains trembler. Les secours arrivèrent, la remercièrent brièvement et la poussèrent doucement en arrière. Elle observa, figée, alors qu'on chargeait l'homme dans l'ambulance. Une infirmière lui rendit son foulard, taché de sang, qu'elle serra entre ses doigts comme une relique. Lorsqu'elle regarda l'heure, il était 9 heures moins le quart. Elle avait déjà 45 minutes de retard. Le trottoir devant le bâtiment de la Bellemonde était souillé de sang, de verres brisés et de regards impuissants. Les passants, tout d'abord paralysés par la scène, recommençaient à bouger, murmurant entre eux, filmant parfois, mais rares étaient ceux qui s'étaient approchés véritablement. Claire, elle, s'était agenouillée sans hésiter. Le foulard qu'elle avait noué sur le bras de l'homme formait désormais un nœud rouge sombre, saturé par l'hémorragie. L'homme d'environ 35 ans portait une veste noire déchirée au coude, un casque à demi brisé à côté de lui. Sa respiration était irrégulière, son visage inexpressif. Claire tenta de sentir un pouls, mais ses doigts tremblèrent trop. La peur monta en elle, cette peur brutale qui envahit tout le corps lorsqu'on réalise que la vie d'un inconnu repose pour quelques instants entre nos mains. « Tenez bon, les secours arrivent », murmura-t-elle, bien qu'elle ne sût s'il l'entendait. Elle regarda autour d'elle. Personne ne venait l'aider directement. Certains filmaient, d'autres chuchotaient des suppositions idiotes. Excès de vitesse, téléphone au guidon, drogue peut-être. Claire les ignora. L'humanité, parfois, semblait s'effacer face au spectacle. Mais elle n'était pas spectatrice. Elle était là,
agenouillée, salie, exposée, mais présente. Enfin, les gyrophares clignotèrent au coin de la rue. Une ambulance s'arrêta en urgence et 2 infirmiers en descendirent à toute vitesse. Claire se leva lentement, les jambes engourdies, tandis que les professionnels prenaient le relais. Un des secouristes examina le garrot improvisé et hocha la tête brièvement. Un remerciement silencieux. « Vous l'avez stabilisé », dit-il en l'aidant à se reculer. Claire acquiesça sans trouver la force de répondre. Elle regarda encore quelques secondes pendant qu'ils soulevaient l'homme, lui plaçaient un masque à oxygène, puis refermèrent les portes arrière. L'ambulance disparut, et avec elle, l'homme inconscient dont elle ne connaissait même pas le nom. Il était 9h07. Elle avait 47 minutes de retard. Elle se tourna vers la tour vitrée de la Bellemonde, silhouette imposante contre le ciel d'automne. L'idée d'expliquer ce qu'il venait de se passer lui paraissait à la fois absurde et inutile. Elle savait que ce monde-là n'écoutait pas. Elle marcha rapidement, rangeant son foulard dans son sac, essuyant ses mains tachées sur le revers de sa veste. Le hall brillait d'un marbre froid, des silhouettes pressées passaient sans lever les yeux. Elle monta au 8e étage, où l'administration générale se trouvait. Son badge passa sans incident au portique, mais une alarme interne s'activait déjà, celle du retard, celle de la transgression. Madame Leroy l'attendait près de son bureau, bras croisés, regard dur comme la pierre. « Mademoiselle Moreau », commença-t-elle sans salutation, « il est 9h passées. Encore une fois. » Claire, haletante, essaya d'articuler. « Il y a eu un accident. Un homme. Juste devant. J'ai dû... » Mais Madame Leroy leva la main pour l'interrompre. « Je ne veux pas d'excuses. Vous avez des obligations ici. Le monde ne s'arrête pas parce que quelqu'un tombe dans la rue. » Claire sentit sa gorge se nouer. Ce n'était pas une excuse. C'était un fait. Elle avait sauvé quelqu'un. Ce qu'elle n'osait pas dire, c'est qu'elle aurait fait la même chose même si cela lui coûtait son emploi. Elle regarda autour d'elle. Les collègues évitaient son regard. Le silence dans le service était pesant. « Nous en reparlerons à la fin de la journée », conclut Madame Leroy en retournant à son bureau. Claire s'installa à son poste, les mains encore moites. Le reste de la matinée se passa dans un flou d'ordre, de rapports à compléter, de regards biaisés. Elle tentait de se concentrer, mais son esprit revenait sans cesse à l'homme blessé. Était-il vivant? Avait-il une famille? Et s'il mourait? À midi, elle consulta discrètement les sites d'actualité locaux. Rien. Aucun mot sur un accident de moto à proximité. Elle se sentit à la fois soulagée et frustrée. Cet homme n'existait-il que dans sa mémoire? La journée continua, implacable. À 17h précises, elle fut appelée dans le bureau de Madame Leroy. Un document l'attendait, posé avec soin sur le bureau de bois clair. Une lettre. Vous comprendrez que ce n'est plus possible. Votre comportement démontre un manque de fiabilité, dit Madame Leroy avec une froideur chirurgicale. Claire lut les mots, chacun comme un coup porté. Licenciement immédiat pour retard répété et conduite inappropriée durant les heures de travail. Elle tenta une dernière fois. Je n'étais pas en retard parce que j'étais négligente. J'ai sauvé quelqu'un. Mais Madame Leroy se contenta de hausser les épaules. Ce n'est pas la première fois. Bellemonde a des standards. Bonne continuation, Mademoiselle Moreau. Claire sortit, les yeux brûlants, le cœur vidé. Elle ne prit même pas l'ascenseur. Elle descendit les 8 étages à pied, comme si chaque marche pouvait contenir un peu de sa colère. Dans la rue, la nuit tombait. Elle s'assit sur un banc, devant la vitrine d'une boutique fermée, et laissa le vent froid frôler son visage. Elle ne savait pas comment elle allait l'annoncer à Élise. Sa fille comprendrait-elle que sa mère avait perdu son travail pour avoir aidé un inconnu? Pouvait-elle expliquer que, parfois, faire ce qui est juste ne suffit pas? En rentrant chez elle, Élise l'attendait avec un dessin à la main, un sourire sur les lèvres. « C'est pour toi, maman », dit-elle. Claire prit le dessin, représentant 2 personnages main dans la main sous un grand soleil. Elle serra sa fille contre elle, respirant son odeur d'enfance et sut que, malgré tout, elle ne regrettait rien. Elle ignorait encore que ce simple geste sur un trottoir allait résonner bien au-delà de cette journée. Mais pour l'instant, elle n'avait que ses bras, sa fille, et un silence à apprivoiser. Claire marcha dans les rues de Lyon comme un automate. Les battements de son cœur résonnaient encore dans ses tempes, plus forts que le bruit des voitures, plus violents que le vrombissement du tram qu'elle n'entendit même pas passer. Dans son sac, la lettre de licenciement pliée en 4 brûlait contre ses doigts. Chaque mot imprimé sur ce papier froid semblait un rappel cruel que,
Dans ce monde, l'altruisme pouvait être un fardeau. Elle arriva à l'école d'Élise avec 7 minutes de retard. Une enseignante l'attendait devant le portail, les bras croisés, visiblement agacée. Claire s'excusa poliment, mais n'entra pas dans les détails. Elle n'en avait pas la force. Élise courut vers elle en criant son nom, comme si rien n'avait changé. Et c'était cela la chose la plus déchirante. Pour sa fille, le monde restait simple. Maman venait la chercher, elle lui tenait la main, elle rentrait à la maison, et c'était tout ce qui comptait. Sur le chemin du retour, Claire regardait sa fille de biais, se demandant quand viendrait le bon moment pour lui dire qu'elle ne retournerait plus au travail, que leur vie allait changer, qu'elles allaient devoir faire des choix. Mais Élise babillait joyeusement à propos d'un devoir d'art plastique, d'un copain de classe qui avait mangé une craie et d'une chanson qu'elle devait apprendre. Claire hochait la tête mécaniquement, le sourire figé. Une fois à la maison, elle prépara un goûter, alluma le chauffage et laissa Élise devant ses crayons. Elle s'enferma dans la petite salle de bain, le visage face au miroir. Elle enleva son foulard, le même qu'elle avait utilisé ce matin, toujours taché. Elle le plia lentement, le regard vide, et le rangea dans une boîte en fer où elle conservait quelques souvenirs. Des dessins d'Élise, des lettres de son ancienne vie de couple, un collier cassé. Le soir, elle s'effondra dans son lit sans manger. Le plafond semblait plus haut que d'habitude, comme s'il reculait à mesure qu'elle tentait de s'y accrocher. Elle calcula mentalement. Il lui restait 3 semaines d'allocation. Après cela, il faudrait trouver quelque chose, n'importe quoi. Même un emploi de nuit, même un poste temporaire. Peu importait, tant qu'Élise avait de quoi manger, de quoi rire, de quoi dessiner. Le lendemain matin, Claire se leva tôt. Elle voulait éviter le regard interrogateur d'Élise. Elle prépara le petit déjeuner, fit semblant d'être pressée, comme d'habitude. Mais la fillette remarqua quelque chose. « Tu ne vas pas au travail aujourd'hui ?» Claire hésita, puis répondit simplement « Non, j'ai une journée de repos. » Elle savait que le mensonge ne tiendrait pas longtemps, mais elle avait besoin de quelques jours pour réfléchir, pour respirer, pour imaginer la suite. Elle passa la matinée à envoyer des candidatures en ligne, à chercher des annonces, à téléphoner à 2 anciennes collègues. Rien, pas une réponse positive. Le monde n'attendait pas une femme sans diplômes avancés, avec un enfant à charge et des horaires restreints. Les jours suivants se succédèrent dans un rythme étrange. Claire faisait semblant chaque matin, mentait à sa fille, gardait le sourire aux voisins. Mais la tension grandissait. Le frigo se vidait doucement. Les heures semblaient plus lourdes, jusqu'à ce vendredi où un courrier inattendu l'attendait dans la boîte aux lettres, un courrier de la Belle Monde. Claire l'ouvrit avec méfiance. C'était un document officiel, confirmant son licenciement, mais accompagné d'un étrange complément. Une clause spécifiant que sa situation pourrait faire l'objet d'une révision si de nouveaux éléments venaient à la lumière. Une phrase vague, administrative, mais qui sema un doute. Quel genre de nouveaux éléments? Et pourquoi cette mention inhabituelle? Elle mit le courrier de côté. Ce soir-là, Élise la regarda avec ses grands yeux ronds et demanda « Est-ce que tu es triste, maman ?» Claire s'agenouilla devant elle, caressa sa joue et murmura « Un peu, mais ça ira ». Elle ne savait pas encore que, loin de là, quelqu'un d'autre se posait des questions bien plus pressantes. À plusieurs centaines de kilomètres, dans un hôpital privé de Paris, un homme venait d'ouvrir les yeux pour la première fois depuis son accident. Il était branché à une perfusion, la lumière blanche des néons au-dessus de lui. Des voix étouffées, un bip régulier. Il tourna légèrement la tête, grimaça de douleur. Son bras gauche était bandé. Il tenta de bouger les doigts. Cela faisait mal. Très mal, mais il était en vie. Et la seule chose à laquelle il pensait, avec une clarté troublante, ce n'était pas la moto, ni la chute, ni la peur. C'était un visage, celui d'une femme, flou, penchée au-dessus de lui, des mains qui appuyaient sur sa blessure, une voix, et surtout, ce foulard bleu pâle, taché de son sang. Il demanda à une infirmière s'il pouvait récupérer ses affaires. Elle lui apporta un petit sac plastique contenant son portefeuille, son téléphone, sa montre, cassée, et un tissu roulé, noué, encore humide. Il le déplia. Il y avait des initiales brodées à la main, discrètement. CM. Il ferma les yeux. Une partie de lui savait déjà que cette femme lui avait sauvé la vie, et il voulait la retrouver, pas par reconnaissance abstraite, pas par curiosité, mais parce qu'il sentait que cette personne
inconnue et pourtant familière, avait marqué un tournant dans quelque chose qu'il n'avait pas encore su nommer. Ce qu'il ignorait, c'était que cette femme avait déjà payé le prix fort pour son geste, et que leur trajectoire, désormais liée, s'apprêtait à se recroiser bien plus vite qu'il ne l'imaginait. Le plafond de la chambre était d'un blanc aseptisé, traversé de néons froids qui clignotaient faiblement. L'air avait cette odeur caractéristique de désinfectant et de linge propre. Gabriel Dumas ouvrit les yeux lentement, comme si le monde avait cessé de tourner pendant des jours et qu'il lui fallait désormais rattraper un temps suspendu. Le silence était entrecoupé uniquement par les bips réguliers de la machine à sa droite. Son bras gauche, immobilisé, était maintenu dans une attelle épaisse et une douleur sourde lui pulsait dans l'épaule. Une infirmière entra, remarquant ses yeux ouverts, et s'approcha avec un sourire professionnel. Elle vérifia ses constantes, ajusta les perfusions, puis s'adressa à lui avec douceur. « Vous êtes resté inconscient pendant 2 jours. Vous avez eu de la chance. Une fracture ouverte au bras, une commotion, quelques côtes fêlées, mais pas de traumatisme crânien grave. Reposez-vous. » Gabriel n'écoutait qu'à moitié. Ses pensées étaient ailleurs. À peine les mots de l'infirmière passés, il murmura. « Il y avait quelqu'un, une femme, elle m'a aidé. Est-ce qu'on sait qui c'était ?» L'infirmière hésita un instant, haussa les épaules. Elle lui rappela que, selon les témoins, une femme s'était précipitée vers lui, lui avait fait un garrot improvisé avec un foulard, puis était restée jusqu'à l'arrivée des secours. Personne n'avait eu le réflexe de noter son identité. Elle n'avait pas donné son nom. Elle était simplement partie, probablement en retard pour son travail. Mais Gabriel savait qu'elle avait laissé quelque chose. Il demanda ses effets personnels. Lorsqu'on lui remit ses affaires, il reconnut le foulard plié, sale, portant encore des traces brunes. Il le tint quelques secondes entre ses doigts. Un tissu simple, de bonne qualité, avec des initiales fines cousues à la main. C.M. Il le reposa sur ses genoux, le regard fixé dessus comme si ce fragment de tissu contenait une clé qu'il ne savait pas encore utiliser. Durant les heures qui suivirent, il fut visité par plusieurs médecins, des membres de son équipe rapprochée, et même un avocat de l'entreprise. Tous s'enquirent de son état, lui présentèrent des rapports, évoquèrent les projets en pause, les réunions annulées, les chiffres en suspens. Gabriel, cependant, n'était pas tout à fait présent. Il répondait brièvement d'un ton neutre, l'esprit ailleurs. Il avait toujours géré la Bellemonde à distance en limitant son exposition médiatique, préférant le contrôle discret au pouvoir visible. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Il demanda à son assistant personnel, Eric, un homme de confiance de longue date, de vérifier un détail. Une liste complète des employés de la Bellemonde, plus précisément ceux travaillant au siège lyonnais. Et surtout, ceux qui portaient les initiales C. Un monsieur, et qui aurait pu être licencié récemment. Eric, surpris, tenta de comprendre la logique de cette requête. Gabriel ne se justifia pas. Il dit seulement qu'il avait besoin de savoir qui était cette femme, qu'il la retrouverait, qu'il ne pouvait pas continuer comme si de rien n'était. Eric obéit, non sans scepticisme. Pendant ce temps, à Lyon, Claire vivait les conséquences concrètes de son choix. Chaque matin était un défi. Elle économisait la moindre pièce, évitait les achats inutiles, réduisait même les portions de nourriture pour que les repas durent plus longtemps. Elle mentait de moins en moins bien à Élise, dont les silences devenaient plus lourds. L'enfant ne demandait plus si sa mère allait au travail. Elle regardait seulement, et Claire savait qu'elle comprenait. Elle répondit à des annonces de nettoyage, de garde d'enfants, de manutention légère. Après plusieurs refus, elle finit par décrocher un emploi de quelques heures par semaine dans une société de nettoyage. Elle passait ses journées à récurer des escaliers d'immeubles, des bureaux désertés, des toilettes anonymes. Le soir, elle rentrait épuisée, les mains abîmées, les genoux douloureux. Mais elle rapportait quelques billets, et cela suffisait, pour l'instant. Gabriel, de son côté, continuait ses recherches. Lorsqu'il reçut les dossiers demandés, un nom attira immédiatement son attention. Claire Moreau, assistante administrative au siège de Lyon, licenciée 3 jours après la date de l'accident pour retard répété et manquement à la discipline interne. Il lut le rapport plusieurs fois, s'arrêtant sur les détails. Aucune faute grave, aucun antécédent disciplinaire sérieux avant cet incident. Et surtout, une mention étrange dans une note interne, retard justifié par un comportement non autorisé sur la voie publique. Il se leva brusquement, malgré la douleur. Ce n'était pas une coïncidence.
Il demanda à Eric de préparer son retour discret à Lyon. Pas d'annonce officielle, pas de conférence. Il ne voulait pas alerter la presse ni les cadres de l'entreprise. Il voulait comprendre qui avait pris cette décision. Et surtout, il voulait voir cette femme. Lorsque Gabriel arriva à Lyon quelques jours plus tard, vêtu sobrement, presque méconnaissable sans ses costumes sur mesure et sa silhouette austère, il entra dans la tour Bellemonde sans signaler son retour. Il interrogea directement les archives de ressources humaines, demanda à voir le dossier complet de Claire Moreau. Il y trouva une photo, un CV succinct, quelques évaluations positives signées par d'anciens superviseurs. Rien qui justifiât un licenciement aussi rapide, aussi sec. Il quitta le bâtiment avec le dossier en main. Dans une salle de réunion privée, il posa le foulard à côté de la photo de Claire et observa longtemps les deux objets. Il sut, sans l'ombre d'un doute, que c'était elle. Et il sut aussi qu'il n'en resterait pas là. Ce n'était plus seulement une dette, c'était une erreur à réparer. Pas parce qu'il était l'homme à qui l'on avait sauvé la vie, mais parce qu'il ne pouvait tolérer que le monde punît encore ceux qui choisissent d'agir. Il était temps de redresser les conséquences. Et pour cela, il devait la retrouver. Non pour lui imposer sa reconnaissance, mais pour lui rendre ce qu'elle n'aurait jamais dû perdre. Ce soir-là, il donna l'ordre à une entreprise spécialisée dans la recherche discrète de localiser Claire Moreau. Il voulait savoir où elle vivait, ce qu'elle faisait désormais, et dans quelles conditions. Il ne l'avait jamais vue clairement. Son visage était encore flou dans sa mémoire, mais il se souvenait de ses gestes, et c'était suffisant. Gabriel Dumas ne croyait pas au hasard, mais il croyait aux décisions, et la sienne était prise. Claire ne resterait pas dans l'ombre d'un système injuste, pas s'il lui pouvait y changer quelque chose. Le bâtiment principal de Bellemonde à Lyon semblait inchangé depuis la dernière fois que Gabriel y avait mis les pieds. Façade de verre, employés pressés, étages silencieux et feutrés, où tout fonctionnait avec la froide précision d'une mécanique huilée. Pourtant, à l'intérieur, il portait un regard différent. Il n'était plus là pour diriger à distance ou approuver des décisions financières. Il venait pour comprendre, retrouver et peut-être réparer. Dès son arrivée, il évita les grands couloirs. Il n'avait pas prévenu le conseil d'administration, ni même annoncé son retour au cadre supérieur. Seuls Eric et une poignée de collaborateurs de confiance savaient qu'il était de retour sur le terrain. Il avait ordonné la plus grande discrétion. Aucune alerte, aucune réunion, aucun battement de tambour. Ce qu'il cherchait ne concernait pas l'entreprise dans sa globalité. C'était personnel, urgent et silencieux. Dans une salle fermée au fond du service des ressources humaines, on lui remit les dossiers des employés ayant été licenciés au cours des 2 dernières semaines. Il n'y en avait pas beaucoup, et encore moins avec les initiales C. M. Gabriel les parcourut un par un, feuilletant rapidement les pages jusqu'à ce que son regard se fixe à nouveau sur un nom qui avait déjà retenu son attention, Claire Moreau. Il relut chaque détail. Le rapport de fin de contrat mentionnait un comportement jugé incompatible avec les exigences de ponctualité et de rigueur de Bellemonde. Plus loin, une note rédigée par Madame Leroy appuyait la décision, décrivant une attitude individualiste, un retard conséquent et une réaction émotionnelle injustifiée lors de l'entretien disciplinaire. Gabriel grimaça. Il connaissait le style de Madame Leroy. Froid, direct, souvent inflexible, il n'était pas surpris, mais il était en colère. En parallèle du dossier, Gabriel tenait toujours le foulard, soigneusement plié. Il le plaça sur la table, juste à côté du rapport. Les initiales Seumafat semblaient presque briller sous la lumière du bureau. Il compara les dates. L'accident avait eu lieu le mardi à 8h50 environ. Claire avait été licenciée le vendredi suivant. Le lien ne faisait aucun doute. Il manquait cependant une chose, l'explication officielle. Pourquoi une employée sans antécédent majeur avait-elle été renvoyée aussi sèchement? Il appela Eric et demanda une copie de l'enregistrement de la caméra de sécurité extérieure de l'entreprise, celle qui donnait sur l'entrée principale. L'équipe technique mit 1 heure à retrouver l'extrait. Et lorsqu'il apparut à l'écran, Gabriel sut. On y voyait Claire à 8h48, en train de s'agenouiller près du corps ensanglanté, le foulard autour du bras du blessé. Les témoins se tenaient à distance. Elle, seule, agissait. Puis, quelques minutes plus tard, on la voyait se lever, le visage marqué, et courir vers l'entrée de l'entreprise. Gabriel resta silencieux. Il fit défiler la vidéo plusieurs fois, scrutant chaque geste, la manière dont elle pressait la blessure, son expression déterminée, presque farouche.
Elle ne savait pas qui il était. Elle n'avait pas agi par intérêt. Elle avait agi parce qu'il le fallait. Il se leva brusquement. Ce n'était plus simplement une vérification. Il lui fallait la retrouver. Immédiatement, il contacta discrètement un cabinet spécialisé dans la recherche privée, réputé pour son efficacité et sa discrétion. Il leur remit le nom de Claire Moreau, son adresse connue au moment du licenciement, et leur demanda de découvrir où elle se trouvait actuellement. Il leur transmit même une photographie issue de son dossier d'employé. Pendant que le cabinet se mettait au travail, Gabriel décida de ne pas rester inactif. Il se fit remettre la liste des interventions récentes de Madame Leroy, ses décisions RH les plus significatives, et constata une tendance inquiétante. Plusieurs licenciements rapides, souvent pour des motifs mineurs. Un modèle, un système, un excès de zèle peut-être, mais qui, dans le cas de Claire, avait causé une injustice flagrante. Il convoqua Eric et 2 membres de la direction RH pour une réunion privée. Il leur posa des questions précises, pointues, directes. Pourquoi Claire Moreau n'avait-elle pas eu droit à un avertissement formel avant son licenciement? Pourquoi aucun témoin de la scène devant le bâtiment n'avait été interrogé? Pourquoi avait-on considéré son comportement comme problématique alors qu'il relevait d'un acte civique? Les réponses furent vagues, embarrassées, évasives. Certains évoquèrent les règles internes, d'autres parlèrent de précédents, de pression sur les délais, de standards à maintenir. Gabriel coupa court. Il ne voulait plus d'explications théoriques. Il voulait des faits, et surtout, il voulait réparer. Le lendemain matin, le cabinet privé le contacta. Claire avait été localisée. Elle vivait toujours à Lyon, dans le même appartement modeste. Elle avait trouvé un emploi temporaire de femme de ménage pour une entreprise de nettoyage locale. Elle travaillait à temps partiel, dans des conditions précaires. Le rapport était accompagné de quelques photos prises de loin. Claire sortant d'un immeuble avec un seau et des gants, son visage tiré, fatigué, mais digne. Une autre la montrait en train de raccompagner sa fille à l'école, leur marche lente et silencieuse. Gabriel resta longtemps avec ces images. Il s'était souvent retrouvé en position de décider du sort de centaines de personnes sans jamais les connaître vraiment. Cette fois, c'était différent. Il savait ce que cette femme avait fait. Il savait ce qu'elle avait perdu. Et il savait qu'il n'y avait eu aucun acte de compassion dans le système qu'il avait rejeté. Il prit une décision. Il ne passerait pas par les canaux habituels. Il ne rédigerait pas une lettre. Il ne proposerait pas une réintégration impersonnelle. Il voulait la voir, lui parler, la remercier, mais plus encore, lui donner ce qu'elle méritait vraiment. Non pas une aumône, mais une place, une vraie, construite sur ses compétences, sa force et son intégrité. Il demanda à Eric d'organiser une entrevue à Paris. Un prétexte discret, une invitation professionnelle, toutes dépenses payées. Une simple promesse d'opportunité sans révéler l'identité de celui qui la conviait. Il voulait voir comment elle réagirait, savoir si, malgré les blessures, elle accepterait encore de croire qu'un changement était possible. Et au fond de lui, sans le dire, il espérait surtout qu'elle lui donne une chance de réparer. Les jours s'écoulaient avec une lenteur pesante, marquée par une succession de gestes répétitifs que Claire exécutait sans y penser. Se lever avant l'aube, préparer le petit déjeuner d'Élise, nouer ses cheveux, ajuster son cartable, l'accompagner jusqu'au portail de l'école, puis marcher d'un pas rapide jusqu'au dépôt de la société de nettoyage. Elle enfilait une tenue synthétique, prenait un chariot contenant produits, chiffons, seaux, et montait dans une camionnette grise qui la menait d'immeuble en immeuble, de bureau en bureau, effaçant la saleté que d'autres laissèrent derrière eux. Ce travail, elle ne l'aimait pas, mais elle ne le détestait pas non plus. Il était nécessaire. Il payait juste assez pour couvrir l'épicerie, une partie du loyer, les fournitures aux scolaires. Il ne payait pas la paix d'esprit, ni la sécurité, ni la dignité, mais il empêchait la chute complète. Claire se battait chaque jour pour maintenir la façade. Devant Élise, elle gardait le sourire. Mais derrière ses yeux, la lassitude s'installait. Chaque soir, ses mains sentaient le détergent. Ses poignets étaient douloureux et ses genoux, meurtris par les sols durs, la faisaient boiter légèrement. Le soir, quand Élise était couchée, Claire s'asseyait à la table de la cuisine, feuilletait des annonces, cherchait quelque chose de mieux, quelque chose de stable, mais toujours sans réponse. Elle postulait à tout ce qui ne nécessitait pas de diplôme spécialisé. La plupart du temps, elle n'obtenait même pas un accusé de réception. Elle avait fini par raconter la vérité à sa fille, par petites touches, en choisissant ses mots avec soin.
Elle lui avait dit qu'elle ne travaillait plus dans le grand immeuble, qu'elle avait un nouveau travail où elle nettoyait pour d'autres gens. Élise avait posé peu de questions. Elle avait simplement demandé si elle devrait déménager. Claire avait dit non, du moins pas tout de suite. La petite avait alors dessiné une maison, la leur, et l'avait collée sur le mur de leur salon avec un morceau de ruban adhésif. Claire la regardait souvent quand elle sentait sa force flancher. Pendant ce temps, Gabriel suivait l'évolution de la situation depuis Paris. Il avait demandé aux enquêteurs de lui transmettre des rapports réguliers, mais il leur avait aussi interdit toute intrusion dans la vie de Claire. Il ne voulait ni caméra cachée, ni questions directes. Seulement des informations basiques, emploi actuel, conditions de vie, fréquentation. Il voulait savoir ce qu'elle vivait, mais sans violer sa dignité. Il avait lu que certaines nuits, elle rentrait si tard qu'elle ne mangeait pas, qu'elle payait en espèces à l'épicerie du coin pour mieux contrôler chaque centime, qu'elle refusait toute aide extérieure, même lorsqu'un voisin bien intentionné avait proposé de garder Élise gratuitement certains après-midi. Il était frappé par son orgueil discret, par sa capacité à tenir sans bruit. Il n'y avait pas de plainte, pas de débordement, pas d'appel à l'aide. Elle vivait dans un système qui n'avait rien fait pour l'aider, et pourtant elle continuait à avancer chaque jour, sans jamais se plaindre. C'était cette force-là, précisément, qui l'avait marqué. Dans les bureaux feutrés de Bellemonde à Paris, il repensait à ses propres décisions. Il avait passé sa carrière à optimiser, à rationaliser, à déléguer. Il avait toujours cru que l'efficacité primait sur tout. Mais en voyant ce que Claire avait enduré, il se demandait combien d'autres avaient été broyés par cette logique impersonnelle. Il n'était pas devenu ce qu'il était par cruauté, mais par habitude. Claire, elle, lui rappelait que les habitudes ont des conséquences. Gabriel relut plusieurs fois les notes laissées par les enquêteurs. Il vit une photo où Claire tenait la main de sa fille en sortant d'un supermarché, un petit sac à la main. Une autre la montrait en train de frotter les escaliers d'un immeuble ancien du centre-ville, seule, concentrée. Il vit aussi une vidéo floue d'elle marchant sous la pluie, sans parapluie, les cheveux mouillés, portant un sac rempli de produits d'entretien. Il s'attarda sur ces images. Elles lui rappelaient ce qu'il avait perdu de vue, les vies réelles derrière les lignes budgétaires, les visages derrière les indicateurs de performance. Il ne voulait pas seulement lui offrir une réparation. Il voulait que cette réparation soit juste et durable. Claire, de son côté, sentait bien que quelque chose flottait dans l'air. Un pressentiment, une tension inhabituelle. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle avait l'impression d'être observée, pas dans le sens intrusif, mais comme si quelque chose approchait, quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore. Elle mit cela sur le compte de la fatigue, du stress, de l'inquiétude constante pour le lendemain. Un jeudi matin, alors qu'elle raccompagnait Élise à l'école, elle reçut un appel téléphonique d'un numéro inconnu. Elle hésita avant de décrocher. La voix au bout du fil était polie, professionnelle, sans chaleur excessive. « Madame Moreau, bonjour. Je vous appelle de la part du groupe Levin à Paris. Nous avons reçu votre profil via une recommandation indirecte. Un de nos associés serait intéressé à vous rencontrer pour discuter d'une possible collaboration dans un projet en cours. » Claire resta silencieuse quelques secondes. Cela n'avait aucun sens. « Je n'ai postulé à rien à Paris. »« Nous comprenons, » répondit la voix. « Ce n'est pas une offre classique. Nous vous proposons un entretien exploratoire, sans engagement. Tous les frais de transport et d'hébergement seraient bien entendu couverts. L'entretien aurait lieu dans nos bureaux à Paris lundi matin. » Claire faillit raccrocher. Elle pensa à une erreur, à une arnaque peut-être. Mais la voix donna des détails logistiques précis. Un email officiel, une adresse d'entreprise réelle. Elle nota tout, sceptique, et demanda un délai pour réfléchir. Elle passa le reste de la journée dans le doute. Elle consulta son ancienne boîte mail professionnelle, rien. Elle vérifia l'existence du groupe Levin en ligne, l'entreprise existait bien. Ce soir-là, elle hésita longuement. Cela semblait trop beau, ou trop étrange. Mais elle savait aussi que les occasions ne se représentaient pas deux fois, et elle avait besoin d'un changement, d'une porte, même entr'ouverte. Finalement, elle prit la décision. Elle accepta, parce que même si elle ne savait pas ce qui l'attendait, elle ne pouvait pas continuer à vivre uniquement pour survivre. Claire avait à peine dormi la veille du départ. Ses pensées tournaient en boucle, empêchant son esprit de trouver le repos. Elle avait préparé un petit sac de voyage, soigneusement plié les vêtements les plus présentables qu'elle possédait, nettoyé une paire de chaussures usées
mais encore sobre, et repassait un chemisier qu'elle n'avait pas porté depuis son ancien poste à Bellemonde. Élise, trop jeune pour comprendre tous les détails, l'avait regardé faire avec cette fascination que les enfants réservent aux événements inhabituels. Claire lui avait simplement dit qu'elle partait une journée pour un rendez-vous important, qu'elle reviendrait vite. Elle avait confié la fillette à la voisine, Madame Lemoine, une retraitée bienveillante qui acceptait volontiers de la garder à l'occasion. Le train partait à 7h22. Claire prit place dans un wagon à moitié vide, sa valise calée entre ses jambes. Le trajet jusqu'à Paris dura 2 heures, ponctué par les annonces du contrôleur et les secousses du rail. Elle observait le paysage défiler par la fenêtre sans vraiment le voir, perdue dans les questions. Qui était ce mystérieux associé? Pourquoi elle? Comment avait-on trouvé son nom? Quel intérêt une société parisienne pouvait-elle bien avoir pour une ancienne assistante administrative sans emploi stable? Arrivée à la gare de Lyon, elle suivit les instructions reçues par courriel. Un chauffeur l'attendait à la sortie, un homme poli, en costume, tenant une pancarte avec son nom. Elle monta dans une berline discrète, noire, climatisée, qui l'emmena à travers les rues de Paris encore humides d'une pluie récente. L'immeuble dans lequel elle entra peu après était situé dans un quartier élégant, sobre, sans excès ostentatoires, mais dont chaque détail, la porte vitrée, les plantes d'intérieur, l'ascenseur silencieux, respirait le sérieux et la réussite. À l'accueil, on lui demanda son nom. On lui proposa un café qu'elle refusa poliment, trop nerveuse pour avaler quoi que ce soit. Une assistante l'accompagna ensuite jusqu'au 6e étage, le dernier, où une seule porte portait une plaque sans nom. Elle toqua doucement, comme on frappe à une porte que l'on préférerait ne pas ouvrir. La voix à l'intérieur répondit d'entrée. Lorsqu'elle franchit le seuil, ses yeux tombèrent immédiatement sur l'homme debout derrière un bureau moderne, vêtu d'un costume gris foncé parfaitement taillé. Il leva les yeux vers elle et sourit doucement. « Bonjour, Claire ». Elle le reconnut instantanément. Ce n'était pas possible. Et pourtant, c'était lui, l'homme de l'accident, celui qu'elle avait vu allongé sur le trottoir, inconscient, le bras en sang. Elle recula légèrement, prise de vertige. Il n'était plus un corps inerte, mais un homme debout, bien vivant, droit, les traits familiers, cette fois éclairé par une lumière franche. « Je suis désolé de vous avoir fait venir ici sans vous dire qui j'étais. Je voulais vous parler en personne, dans un cadre qui me permettait de le faire comme il se doit. » Claire ne répondit pas. Elle s'avança, lentement, les mains jointes, incapable de formuler une question. Elle le regarda, attentive. Son visage, maintenant pleinement visible, portait les marques récentes d'une blessure guérie. Une cicatrice fine remontait le long de sa tempe gauche. Il avait toujours l'air fatigué, mais maître de lui. Il désigna une chaise devant lui. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Claire s'assit, raide, encore incrédule. Il reprit. « Je m'appelle Gabriel Dumas. Vous ne pouviez pas le savoir ce jour-là, mais je suis le directeur général du groupe Bellemonde. » Elle cligna des yeux, cherchant un sens à cette révélation. Le silence qui suivit était dense. « J'étais ce jour-là sur une moto, incognito. Je me rends parfois sur nos sites sans prévenir, pour observer de manière directe, sans filtre. Je n'avais pas de rendez-vous prévu. Et puis, l'accident. » Claire se redressa légèrement. « Vous avez failli mourir. » Il hocha lentement la tête. « Et vous m'avez sauvé. » Elle baissa les yeux. Elle n'avait jamais imaginé que l'homme blessé sur le trottoir pouvait être à la tête de l'entreprise qu'il avait licenciée sans ménagement. L'ironie de la situation lui échappa un instant. Elle pensa alors à tout ce qu'elle avait enduré depuis ce matin-là, à la perte de son emploi, à la détresse, à sa fille qui s'endormait en silence en entendant sa mère pleurer à travers les murs. « Et vous saviez pour moi ?» murmura-t-elle. « Pas immédiatement, mais j'ai gardé votre foulard. Vos initiales m'ont permis de remonter la piste. Quand j'ai vu les images de la caméra de sécurité, j'ai compris. Et ensuite, j'ai vu votre dossier. J'ai lu les raisons de votre licenciement. » Claire serra les dents. Elle n'avait pas envie de revivre cette humiliation. Une faute grave pour avoir tenté de maintenir quelqu'un en vie, ironisa-t-elle. Gabriel secoua la tête. Une erreur monumentale dont je porte la responsabilité, même indirectement. Et c'est pour cela que vous êtes ici. Je veux corriger ça, pas par pitié, par justice. Elle le regarda méfiante. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Il inspira profondément. Je veux que vous travailliez avec moi, pas dans un poste subalterne,
Je veux que vous deveniez mon assistante personnelle, à mes côtés, avec un contrat digne de votre engagement, un salaire à la hauteur et toutes les garanties que mérite quelqu'un de votre trempe. » Claire eut un rire bref, sans joie. « Vous m'avez espionné ? J'ai fait en sorte de comprendre votre réalité, pas pour vous juger, pour vous connaître. Ce que j'ai vu m'a convaincu que je ne me trompais pas. » Elle resta silencieuse un long moment. Il n'y avait rien de surnaturel dans ce qu'il disait, rien de mystérieux. C'était factuel, net, concret. Et c'est ce qui rendait la proposition encore plus déroutante. Un homme riche, puissant, qu'elle avait aidé sans le connaître, lui tendait une main réelle. Mais la méfiance était là. Elle l'avait trop souvent payé cher pour baisser sa garde si vite. « Et si je refuse ?» demanda-t-elle enfin. « Alors je vous remercierai simplement, » répondit-il. « Et vous repartirez libre, avec une aide financière pour compenser ce que vous avez perdu. » Claire le fixa. Elle n'avait pas prévu de nouvelle vie à Paris. Elle ne voulait pas de charité. Mais elle reconnaissait, dans les yeux de cet homme, une sincérité inhabituelle dans son monde. Il ne s'agissait pas d'un jeu de pouvoir. Il voulait réparer. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit que c'était elle qui avait le choix. Claire fixait toujours Gabriel, luttant pour contenir un mélange complexe d'émotions. Il ne ressemblait en rien à l'image qu'elle s'était forgée dans sa tête, celle d'un homme d'affaires froid, distant, drapé dans son pouvoir. Devant elle se tenait un homme certes déterminé, mais empreint d'un calme qui trahissait une volonté sincère de réparer. Pourtant, les mots qu'il venait de prononcer résonnaient en elle comme une note dissonante dans une mélodie trop bien orchestrée. Travailler avec lui, redevenir employé de Bellemonde, non pas en tant qu'assistante anonyme dans un bureau impersonnel, mais comme bras droit direct du PDG lui-même. L'ampleur de la proposition avait quelque chose d'irréel, même si elle ne contenait aucune promesse vide ni enjolivement déplacé. Gabriel rompit le silence. « Je comprends que cela vous semble brutal, mais je suis convaincu que votre expérience, votre capacité à agir dans l'urgence, votre sens du devoir, ce ne sont pas des qualités qu'on apprend en école de commerce. Ce sont celles que je recherche et que je respecte. » Claire reprit lentement sa souffle, les bras croisés. Elle le regarda sans baisser les yeux. « Respect, vraiment ? Où était ce respect quand j'ai été renvoyé sans même pouvoir me défendre ? Quand j'ai dû cacher à ma fille que je n'avais plus de travail ? Quand j'ai frotté les sols d'immeubles où des gens comme vous passent sans jamais regarder qui les nettoie ? » Gabriel ne tenta pas de se justifier. Il baissa brièvement les yeux avant de répondre. « Ce n'était pas moi qui ai signé votre licenciement, mais c'est mon système, mes règles, ma structure. Je ne vais pas m'en laver les mains. J'en assume la part de responsabilité. » Claire sentit une tension dans sa gorge. Il y avait quelque chose dans cette réponse qui, loin de la satisfaire, l'apaisa un peu. Loin des phrases toutes faites, il assumait. Mais elle ne pouvait s'empêcher de rester sur ses gardes. Elle avait appris, à force de coups, que les belles paroles n'éteignaient pas les dettes du quotidien. Et pourquoi moi ? Pourquoi ne pas recruter une professionnelle avec 10 ans d'expérience dans les hautes sphères ? Vous avez accès à des centaines de profils plus qualifiés que le mien. Gabriel ne sourit pas. Sa réponse fut immédiate. Parce que je n'ai pas besoin de quelqu'un qui connaît les règles du jeu. J'ai besoin de quelqu'un qui a déjà refusé de les suivre quand elles sont injustes. Et c'est exactement ce que vous avez fait. Vous n'avez pas pensé à votre poste, à votre avenir. Vous avez pensé à sauver une vie. Et je suis en vie grâce à cela. Le silence s'installa de nouveau. Cette fois, il n'était pas pesant. Il permettait à Claire de réfléchir. Elle repensa à Élise, à leur soirée dans le noir pour économiser l'électricité, au repas simplifié, au réveil dans le froid, à sa fierté abîmée mais intacte. Était-ce cela, la chance qu'elle attendait depuis des mois, ou une mise à l'épreuve déguisée? Elle redressa légèrement le menton. « Ce poste, c'est une dette pour vous, n'est-ce pas? Une manière de soulager votre conscience ?» Gabriel hocha lentement la tête, puis s'interrompit. « C'est une reconnaissance. Mais ce n'est pas une dette. Ce serait une dette si je vous imposais ce travail. Ce que je vous propose, c'est une collaboration. Vous auriez une vraie mission, une équipe, de la responsabilité. Et une rémunération que je juge à la hauteur de ce que vous apporterez. Je ne cherche pas à effacer une culpabilité. Je veux construire une réparation juste, avec vous, pas pour vous. » Claire détourna un instant le regard, cherchant à distinguer la vérité du calcul. Mais plus elle l'observait, plus elle percevait un homme fatigué de se cacher derrière les murs de verre de son empire. Il parlait peu,
mais chaque mot semblait peser, et il n'y avait pas dans ses yeux ce regard de ceux qui achètent le silence ou la loyauté. Il y avait autre chose, une forme de solitude, peut-être même d'admiration. Elle reprit. « Si j'accepte, je veux des conditions claires, pas de traitement de faveur. Je ne veux pas être vue comme une protégée du patron. Je veux un vrai poste, une vraie fiche de mission, et je veux pouvoir rentrer à Lyon chaque week-end. Ma fille passe avant tout. »« Accordé, » répondit-il sans la moindre hésitation. « Je veux un logement temporaire, le temps de me retourner. »« Accordé aussi. Appartement à proximité, sécurisé, avec un espace pour votre fille, si vous souhaitez l'amener plus tard. Et un contrat d'essai. 3 mois. Pas plus. C'est vous qui le rédigez, Claire. » Ces mots la frappèrent plus qu'elle ne l'aurait cru. Elle n'avait jamais été en position de décider les termes d'un contrat. On lui imposait toujours, et voilà qu'on lui offrait de fixer elle-même les conditions. Elle inspira profondément. Elle n'acceptait pas encore, pas complètement, mais elle était prête à essayer. Et dans ce simple « essayer », il y avait déjà une victoire immense. « Très bien », dit-elle enfin. « Je vais réfléchir à cette proposition. Sérieusement. Et je vous répondrai dans 48 heures. Pas avant. » Gabriel acquiesça. Je n'en attendais pas moins. Claire se leva. Il fit de même. Elle tendit la main qu'il serra avec une certaine retenue, sans surjouer le moment. Puis elle quitta la pièce, le cœur plus lourd qu'à son arrivée, mais chargée d'une énergie qu'elle n'avait plus ressentie depuis longtemps. Sur le chemin du retour, elle repensa à tout ce qui s'était passé. Elle n'avait pas rêvé. Ce n'était ni une fiction, ni une manipulation. C'était la réalité. Claire Moreau, ex-assistante administrative au bord de la rupture, venait de recevoir une offre directe du PDG de l'entreprise qui l'avait renvoyée. Et cette fois, c'était elle qui avait le pouvoir de dire oui ou non. Dans le train de retour, elle sortit de son sac le vieux foulard qu'elle n'avait jamais lavé depuis ce jour. Il portait encore une trace brunâtre. Elle le regarda longuement, comme on regarde un témoin muet d'un événement qui dépasse l'entendement. Puis elle le replia soigneusement, le rangea et ferma les yeux. Ce n'était pas encore une renaissance, mais c'était peut-être enfin un nouveau départ. 3 jours après l'entretien à Paris, Claire monta une nouvelle fois dans un train en direction de la capitale, mais cette fois avec une certitude pesante et un contrat signé dans son sac. Elle avait accepté l'offre de Gabriel Dumas, non sans réflexion. Les conditions étaient respectées à la lettre et elle avait veillé à ce que tout soit formulé avec rigueur. Durée d'essai, horaire, droit à un logement à proximité et liberté de revenir à Lyon chaque fin de semaine. Elle avait relu chaque ligne du contrat avec l'attention méticuleuse d'une femme qui avait trop souvent été lésée. Gabriel, fidèle à sa parole, n'avait contesté aucun point. Elle n'entrait pas dans l'entreprise comme une faveur. Elle y entrait comme une décision, un choix mutuel. Le premier jour, Claire se présenta à l'entrée principale de Bellemonde, cette même tour de verre où elle avait autrefois passé ses matinées à classer des dossiers, à répondre à des appels sans fin, à éviter les regards condescendants. Cette fois, elle portait une tenue simple mais soignée, choisie non pas pour plaire, mais pour affirmer. Dans sa démarche, il n'y avait plus la précipitation anxieuse de celle qui cherche à prouver sa valeur. Il y avait la fermeté d'une femme qui n'a plus à se justifier. À l'accueil, elle donna son nom. L'hôtesse, surprise, consulta rapidement l'écran devant elle, puis se leva avec précipitation. « Madame Moreau, nous vous attendions. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. » Un badge lui fut remis, cette fois non pas vert comme ceux des assistantes de service, mais rouge foncé, une couleur que seuls quelques cadres de haut niveau possédaient. Claire ne réagit pas. Elle suivit calmement l'hôtesse, montant dans l'ascenseur sans échanger un mot. Chaque étage traversé réveillait en elle des souvenirs douloureux. Les couloirs, les bureaux vitrés, les plantes synthétiques, tout semblait à la fois familier et lointain. Arrivée au 10e étage, elle fut introduite dans un espace que Gabriel avait fait réaménager pour elle. Un bureau attenant au sien, avec vue sur la ville, équipé de matériel neuf, rangé mais sans ostentation. Sur le bureau, un dossier l'attendait. Son premier dossier. Une note manuscrite accompagnait le tout. « Bienvenue, Claire. Nous avons du travail. » Elle n'eut pas le temps de s'installer que déjà, une réunion était prévue. Une convocation informelle, mais qui allait provoquer le premier choc. Claire fut conviée à assister à une réunion stratégique hebdomadaire avec les responsables de département sous la direction de Gabriel. La salle, spacieuse, était occupée par une douzaine de personnes, toutes surprises de la voir entrer aux côtés du PDG.
Les regards étaient confus, certains carrément hostiles. Et puis, il y avait elle, Madame Leroy. Installée à l'extrémité de la table, les bras croisés, elle ne fit aucun geste pour dissimuler son trouble. Ses yeux fixèrent Claire avec un mélange d'incrédulité et d'irritation. Elle ouvrit légèrement la bouche comme pour protester, mais se ravisa en voyant Gabriel entrer à son tour, calme et assuré. « Bonjour à tous. Avant de commencer, je vous présente Claire Moreau, ma nouvelle assistante exécutive. Elle participera désormais aux réunions stratégiques et assurera un lien direct avec ma direction. Je vous demande de lui accorder votre pleine collaboration. » Personne ne répondit. Un silence poli s'installa. Gabriel fit comme s'il ne remarquait rien et lança la réunion. Claire prit des notes, intervint ponctuellement lorsque c'était nécessaire, sans jamais chercher à prendre la place de qui que ce soit. Mais sa présence, elle, était une rupture. À la pause, quelques cadres vinrent vers elle, feignant la cordialité. Des formules creuses, des sourires figés. Elle les reconnut, ceux qui ne l'avaient jamais saluée quand elle n'était qu'une simple employée. Ceux qui avaient suivi la ligne sans jamais poser de questions. Madame Leroy, elle, resta en retrait, mais Claire l'observait. Elle voyait bien le malaise dans ses gestes, la crispation dans sa mâchoire. Plus tard, dans l'après-midi, Claire la croisa dans un couloir. La responsable RH s'arrêta, la toisa, puis prit la parole. « Vous avez su rebondir, on dirait. » Claire soutint son regard, sans arrogance. « J'ai simplement accepté une opportunité, rien de plus. Une opportunité que d'autres méritaient sans doute davantage. » Claire sourit brièvement. « Peut-être, mais je n'ai rien volé à personne. Et je suis ici pour travailler, pas pour plaire. » Elle poursuivit son chemin, laissant Madame Leroy figée au milieu du couloir. Elle n'était pas là pour régler des comptes, mais elle ne laisserait personne la réduire à ce qu'elle avait été. Elle n'attendait ni pardon ni reconnaissance de ceux qui l'avaient ignorée. Elle avait dépassé ce besoin. Les semaines suivantes furent marquées par une concentration intense. Gabriel la sollicitait régulièrement, lui confiait des tâches complexes. Audit de projets en cours, coordination de départements, mise en place de nouveaux outils de communication. Claire n'avait jamais occupé une telle fonction, mais elle apprenait vite, lisait tout ce qu'elle pouvait, posait des questions précises. Elle ne prétendait pas tout savoir, mais elle montrait une rigueur que Gabriel valorisait. Le soir, elle retrouvait l'appartement de fonction qui lui avait été mis à disposition. Un lieu simple mais confortable, avec 2 pièces et un coin bureau. Elle appelait Élise, l'aidait à faire ses devoirs à distance, partageait ses journées sans rien lui cacher. Chaque vendredi, elle rentrait à Lyon, prenait le dernier train, passait le week-end avec sa fille, reprenait des forces dans la routine familière. Au sein de l'entreprise, les rumeurs ne tardèrent pas à se propager. Certains disaient qu'elle était la protégée du patron, qu'il y avait peut-être plus qu'une relation professionnelle entre eux. D'autres, plus pragmatiques, observèrent surtout les résultats de son travail. Elle mettait de l'ordre dans les projets, rétablissait des liens rompus entre les services, traitait les conflits avec impartialité. Peu à peu, les doutes laissèrent place à une forme de respect, parfois contraint, mais réel. Mais pour Claire, chaque journée restait un défi. Elle marchait sur une ligne fine entre reconnaissance et suspicion, entre devoir et loyauté. Elle savait qu'un faux pas suffirait à ruiner ce qu'elle commençait à reconstruire. Pourtant, elle ne fléchissait pas. Elle n'était pas revenue à Bellemonde pour revivre le passé, mais pour affirmer qu'elle avait sa place pleinement, sans devoir s'excuser d'exister. Et malgré les tensions, malgré les regards, elle tenait bon, parce que cette fois, elle n'était plus seule. Elle était là par choix. Et personne ne pouvait lui retirer cela. Les jours s'étaient enchaînés avec une intensité croissante depuis que Claire avait accepté le poste auprès de Gabriel Dumas. Son emploi du temps, initialement balisé de manière équilibrée, avait vite glissé vers une surcharge constante. Les débuts prometteurs avaient laissé place à une spirale d'exigences de plus en plus lourde. Ce qui au départ était une mission de coordination et de soutien stratégique s'était transformé en une suite ininterrompue de réunions, de préparation de dossiers confidentiels, d'analyse de données sensibles et de rapports à rendre à des horaires improbables. Claire ne comptait plus les soirs où elle quittait le siège bien après 21h. Les courriels de Gabriel arrivaient parfois à minuit, accompagnés d'un laconique à traiter dès demain. Les visios non prévus s'enchaînaient. Les déplacements express dans des filiales parisiennes ou limitrophes devenaient fréquents. Elle restait professionnelle, efficace, mais intérieurement, elle sentait le déséquilibre croître.
Ce qui avait été présenté comme une opportunité équitable ressemblait de plus en plus à une dette permanente qu'elle ne cessait jamais de devoir rembourser. Gabriel, de son côté, ne manifestait pas d'intention malveillante. Mais il semblait vivre dans un monde où la disponibilité totale n'était pas une option, mais un prérequis. Claire remarquait qu'il ne séparait jamais vraiment sa vie privée de sa fonction. Il dînait au bureau, passait ses week-ends à analyser des tendances de marché, répondait aux appels sans distinction de jour ou de nuit. Et désormais, il attendait d'elle un rythme similaire, sans se rendre compte du fardeau que cela représentait pour quelqu'un qui avait encore une vie ailleurs, une fille à Lyon, un équilibre précaire à préserver. Le samedi matin, lorsqu'elle rentrait à la maison, Élise se jetait dans ses bras avec la même ferveur, mais Claire avait de plus en plus de mal à dissimuler sa fatigue. Ses yeux étaient cernés, sa voix plus lente, sa patience plus courte. Elle compensait comme elle pouvait. Jeux improvisés, gâteaux faits maison, histoire du soir racontée avec des sourires forcés. Mais elle voyait bien que sa fille, intuitive, commençait à ressentir les failles. Un dimanche après-midi, Élise lui avait demandé si elle allait devoir repartir plus tôt, encore une fois. Claire avait menti, et elle s'en voulait. À Bellemonde, les tensions s'accumulaient également. Les rumeurs ne s'étaient pas éteintes, bien au contraire. Les collègues les plus envieux parlaient désormais d'un lien personnel entre Claire et Gabriel. Le fait qu'elle passait autant de temps dans son bureau, qu'ils échangeaient fréquemment en tête-à-tête, alimentait les soupçons. Certains prétendaient qu'elle bénéficiait d'un traitement de faveur. D'autres la voyaient comme une opportuniste ayant su séduire le patron à un moment vulnérable. Claire faisait tout pour rester irréprochable. Mais les regards dans les couloirs, les chuchotements à peine étouffés la frappaient de plein fouet. Un jour, elle surprit une conversation entre deux employés dans l'ascenseur. « Tu crois qu'elle tient grâce à ses compétences, celle-là ?» Franchement, à ce niveau, faut autre chose qu'un CV. Claire n'intervint pas. Elle sortit à l'étage suivant, la tête haute. Mais à l'intérieur, quelque chose se fissurait. Elle décida de prendre rendez-vous avec Gabriel. Il accepta immédiatement. Dans son bureau, elle exposa calmement mais fermement la situation. « J'ai accepté ce poste parce que vous me l'avez présenté comme une opportunité juste. Mais ce que je vis depuis quelques semaines s'éloigne de cette promesse. Je suis disponible, impliqué, mais je ne suis pas une machine. Je ne suis pas là pour réparer vos blessures, ni pour prouver chaque jour que je mérite d'être ici. » Gabriel sembla surpris par la franchise de son ton. Il la regarda longuement en silence, puis répondit d'une voix basse. « Je ne voulais pas vous surcharger. Je pensais que vous étiez prête, que vous aviez besoin de ce défi. Ce que je voulais, c'était une vraie chance, pas une mise à l'épreuve sans fin. Et les rumeurs, vous les entendez aussi? Oui, et elles m'atteignent, parce qu'elles ne sont pas vraies, et parce que je suis jugé sur des choses que je ne contrôle pas sur mon travail. » Gabriel se passa la main sur le visage. Il semblait sincèrement affecté. « J'ai été injuste avec vous. Pas volontairement, mais par habitude. J'attends toujours trop. Je crois que j'ai eu peur que, si je vous traitais comme les autres, vous m'échappiez. » Claire le fixa, choquée par l'aveu. « Vous ne pouvez pas construire une collaboration sur la peur, ni sur la culpabilité. Ce que j'ai fait le jour de l'accident, je ne l'ai pas fait pour obtenir quoi que ce soit. Je l'ai fait parce que c'était juste. Et si aujourd'hui je suis là, c'est pour apporter quelque chose, pas pour compenser votre solitude. » Un silence s'installa, cette fois chargé d'une tension différente. Claire avait posé les mots justes, sans agressivité, mais sans concession. Gabriel se leva, fit quelques pas puis se tourna vers elle. « Vous avez raison. Je crois que j'ai confondu reconnaissance et possession. Je vais corriger ça. Mais je veux vous demander une chose. Ne partez pas. Pas maintenant. Donnez-moi la chance de refaire les choses, différemment, avec clarté. » Claire ne répondit pas immédiatement. Elle avait été blessée, une fois encore, mais elle n'était pas brisée. Et peut-être que cette fois, elle pouvait imposer ses règles. Elle acquiesça lentement. « Je ne suis pas contre continuer, mais à mes conditions. Et pour que ce soit constructif, pas toxique. » Gabriel hocha la tête. « Alors c'est ce que nous ferons. » Claire sortit du bureau, les jambes encore tendues, mais la tête claire. Elle avait retrouvé sa voix. Et si elle restait, ce ne serait plus par gratitude. Ce serait par choix. Le lundi suivant leur échange tendu, Claire arriva au siège de Bellemonde avec une énergie différente. Elle n'était plus dans la position de la subordonnée reconnaissante, ni de la nouvelle venue prudente.
Elle savait désormais qu'elle n'avait plus rien à prouver. Elle avait démontré sa compétence, sa résilience, sa capacité à gérer les crises et à affronter l'injustice. Mais surtout, elle avait enfin affirmé ses limites, ce qu'elle n'avait jamais osé faire dans ses précédents postes. Elle ne voulait plus avancer dans l'ombre du pouvoir. Elle voulait marcher à côté, avec son propre rythme. Gabriel, quant à lui, s'était montré étonnamment discret. Depuis leur confrontation, il n'avait pas chargé Claire de nouvelles tâches de dernière minute. Les mails envoyés restaient professionnels, les horaires respectés, les réunions mieux équilibrées. Il semblait avoir compris que la performance ne se mesure pas à l'épuisement. Pourtant, une tension persistait, une tension subtile, mais palpable. Comme si chacun attendait de l'autre une décision, un mouvement clair. Ce fut Claire qui brisa ce nouvel équilibre silencieux. Elle demanda un nouveau rendez-vous avec Gabriel, cette fois dans un cadre moins formel. Pas dans son bureau vitré, mais dans une salle de réunion plus neutre, plus froide, à l'écart du bruit habituel. Il accepta immédiatement, curieux sans doute, inquiet peut-être. Lorsqu'il entra dans la pièce, Claire était déjà assise, un carnet ouvert devant elle. Mais aucune note n'y figurait encore. Elle ne se leva pas. Elle lui indiqua la chaise en face. Gabriel s'assit sans dire un mot. « Je voulais que nous parlions une dernière fois, mais cette fois sans filtre. Pas comme employé et patron, comme adulte capable de se dire la vérité. » Gabriel acquiesça. Elle poursuivit. « Je ne suis pas resté ici parce que je devais. Je suis resté parce que j'ai vu une ouverture, une brèche dans votre manière de diriger. Et j'ai pensé que je pouvais y apporter quelque chose. Mais je ne veux plus que cette collaboration soit empreinte d'une dynamique déséquilibrée. Vous trouvez toujours qu'elle l'est ? Demanda-t-il. Pas autant qu'avant, non. Mais je sens encore chez vous un besoin de contrôle, parfois étouffant, et une peur qui vous pousse à tout anticiper, même ce que vous ne pouvez pas maîtriser. Je ne veux pas être un levier de réparation pour votre passé. Je veux être une actrice du présent. Et si cela doit fonctionner, ce sera à cette condition. » Gabriel garda le silence un long moment. Il la fixait intensément, non pas avec défi, mais avec une forme de reconnaissance silencieuse. Puis il parla d'une voix plus grave que d'habitude. « J'ai dirigé cette entreprise pendant 12 ans, en gardant une distance avec presque tout. Je ne me suis jamais attaché. Je n'ai jamais voulu mêler mes émotions à mes décisions. Vous êtes la première personne qui a brisé cette règle sans même essayer. Et cela m'a désarmé. » Claire ne répondit pas immédiatement. Elle comprenait enfin ce qui l'avait troublé ces dernières semaines. Il ne s'agissait pas uniquement de pression professionnelle. Il y avait, de la part de Gabriel, une retenue mêlée à une forme de fascination mal gérée. Il ne savait pas où placer ce qu'il ressentait. Et cela rejaillissait sur leur dynamique. « Je n'ai rien cherché, Gabriel. Je n'ai pas essayé de provoquer quoi que ce soit. Je ne veux pas qu'on me voie comme une distraction ou une exception. Ce que je veux, c'est qu'on me voie pour ce que je fais, pas pour ce que je représente. Et vous avez raison, répondit-il. C'est pour cela que je veux vous proposer autre chose. Quelque chose qui clarifie tout. » Il sortit un document de sa veste, le posa sur la table. Claire le regarda sans le toucher. Une nouvelle mission, un projet indépendant, hors des bureaux parisiens, avec votre propre équipe, votre autonomie complète. Un projet social, porté par Belmonde, mais dont vous auriez la direction. Il s'agirait de créer un programme d'insertion professionnelle pour des femmes en situation de précarité. C'est votre idée, Claire. Ce que vous avez suggéré au détour d'une conversation et que j'ai noté, je veux que vous le dirigiez. De Lyon. Elle ne s'y attendait pas. Elle relut mentalement chaque mot. « Vous m'envoyez loin ?» demanda-t-elle, mi-amusée, mi-surprise. « Je vous confie une mission à la hauteur de ce que vous m'avez appris, et je vous rends la liberté que je n'ai pas su vous offrir ici. Ce n'est pas un renvoi, c'est une confiance. » Claire ouvrit le document. Le projet était décrit en détail. Budget initial, objectif, périmètre d'action, structure juridique, ressources humaines prévues. Elle lut les pages rapidement, impressionnée. Tout était prêt. Il ne manquait que sa validation. « Et si je refuse ? » ?»« Alors on trouvera un autre moyen de travailler ensemble, » répondit-il. « Mais je crois que ce projet est ce qu'il vous faut. Il vous ressemble. » Elle se pencha légèrement, ferma le document et le garda devant elle. « Je vais y réfléchir. Mais cette fois, je le ferai avec sérénité. Parce que pour la première fois depuis longtemps, je sens que ce choix m'appartient vraiment. C'est tout ce que je voulais, Claire. » Ils se regardèrent encore quelques secondes.
Il n'y avait plus d'ambiguïté, plus de jeu de pouvoir, plus de dettes silencieuses. Juste deux personnes ayant traversé une expérience bouleversante et qui, à travers elle, avaient appris à redéfinir leurs repères. Claire se leva, Gabriel aussi. Ils ne se serrèrent pas la main, ils n'en avaient pas besoin. L'essentiel avait été dit. Chacun savait ce qu'il restait à faire, et quand elle quitta la pièce, Claire sentit, pour la première fois depuis longtemps, qu'elle ne fuyait rien. Elle avançait. Quelques semaines après cette dernière conversation avec Gabriel, Claire reprit le train vers Lyon. Mais cette fois, elle ne revenait pas comme employée lassée d'un système pesant, ni comme une mère exténuée espérant grappiller quelques heures de normalité avec sa fille. Elle revenait en tant que porteuse d'un projet concret, ambitieuse sans être arrogante, déterminée à faire ses preuves dans un domaine qui lui tenait à cœur. Le document que Gabriel lui avait remis n'était plus une proposition abstraite, mais un engagement réciproque. Elle l'avait lu, annoté, renvoyé, signé. Son nom figurait désormais officiellement comme responsable du projet pilote de Bellemonde pour l'insertion professionnelle de femmes en situation de vulnérabilité. Le programme intitulé Horizon avait pour objectif d'identifier, former et réinsérer dans le monde du travail des femmes ayant connu des ruptures de parcours, mères isolées, victimes de violences conjugales, migrantes sans réseau, chômeuses de longue durée. Il s'appuyait sur un réseau de partenaires locaux, centres sociaux, associations, municipalités, et sur le soutien logistique et financier du groupe Bellemonde. Mais son pilotage quotidien, ses choix stratégiques et humains, ses priorités, tout reposait désormais sur Claire. Dès son retour à Lyon, elle installa ses quartiers dans un espace de coworking mis à disposition par l'entreprise. Le lieu était modeste mais fonctionnel. Une pièce claire, 3 bureaux, quelques chaises, un tableau blanc, un ordinateur portable et une cafetière qui s'imposa rapidement comme le cœur informel de l'endroit. Elle constitua sa petite équipe avec soin. Elle contacta d'anciennes collègues qu'elle savait compétentes, honnêtes, investies. Elle recruta une assistante sociale à la retraite, une jeune communicante pleine d'idées, un formateur en reconversion. Aucun CV impressionnant, mais des gens solides, humains, prêts à s'impliquer. Les débuts furent intenses. Il fallut tout créer. Le réseau, les outils, les dossiers types, les partenariats. Claire passait ses journées à coordonner, téléphoner, convaincre, rédiger. Mais contrairement à son ancien poste, elle ne subissait pas la charge. Elle la façonnait. Elle en était l'initiatrice. Chaque tâche avait un sens, chaque réunion une finalité claire. Et surtout, chaque progrès bénéficiait directement à des femmes qui en avaient besoin. La première session d'accueil eut lieu un mardi matin. Claire avait passé le week-end à préparer la salle, à ajuster les documents, à relire les notes. 10 femmes, toutes différentes, s'étaient assises en face d'elle. Certaines avec défiance, d'autres avec espoir, d'autres encore avec une résignation douloureuse dans le regard. Claire ne se présenta pas en tant que directrice du programme, mais comme « Claire, ici pour que vous trouviez une place digne dans ce monde ». Elle parla peu mais juste. Pas de grands discours, pas de promesses vaines. Elle raconta brièvement son propre parcours, les mois de galère, le froid dans les logements trop chers, les silences humiliants des recruteurs. À la fin de la séance, l'une des participantes l'aborda discrètement. « Vous savez de quoi vous parlez. On l'entend. » Claire répondit simplement « Je sais, parce que je suis passée par là. » Les semaines suivantes confirmèrent que le projet répondait à un besoin profond. Les bénéficiaires trouvaient dans Horizon bien plus qu'un parcours de formation. Elles y trouvaient une écoute, une reconnaissance, un espace où elles n'étaient ni assistées ni jugées. Claire instaurait des règles claires mais humaines. Le respect mutuel était non négociable. Elle imposait la ponctualité, l'assiduité, mais jamais au détriment de la dignité. En parallèle, elle gérait les relations avec Bellemonde d'un ton ferme mais coopératif. Gabriel, fidèle à sa parole, n'interférait pas. Il recevait des bilans réguliers, mais ne dictait aucune ligne directrice. Il visita même le centre à 2 reprises, discrètement, pour saluer l'équipe et écouter quelques récits. Lors de sa première visite, Élise était là, en sortie d'école, assise à dessiner dans un coin du bureau. Claire l'avait présentée sans cérémonial. Gabriel s'était agenouillé à sa hauteur, lui avait demandé ce qu'elle dessinait. Elle avait répondu « C'est la maison qu'on n'a pas quittée ». Le soir, Claire repensait souvent à ce moment, non pas par émotion déplacée, mais parce que cela résumait tout. Le point de bascule,
ce n'était pas d'avoir obtenu un meilleur poste. C'était d'avoir pu rester là où elle était, dans sa ville, avec sa fille, sans avoir à tout abandonner pour survivre. Elle n'avait pas échappé à la pauvreté en montant à la capitale, mais en construisant, ici même, quelque chose qui avait du sens. Petit à petit, Horizon attira l'attention d'autres structures. Des entreprises locales proposèrent des stages, des collectivités demandèrent à dupliquer le modèle. Claire acceptait les demandes avec prudence, refusant toute croissance précipitée. Ce qu'elle voulait, c'était de la solidité, pas de l'exposition. Elle savait que la moindre erreur servirait de prétexte à ceux qui attendaient son échec. Elle avançait donc avec méthode, documentant chaque procédure, formant son équipe à devenir autonome, préparant le projet à vivre au-delà d'elle. Dans l'un des bureaux, au fond, elle fit accrocher un cadre discret. À l'intérieur, son vieux foulard bleu pâle, nettoyé, repassé, tendu sur un fond blanc. Juste en dessous, une petite plaque. Tout a commencé ici. Elle ne voulait pas en faire un symbole glorieux, juste un rappel, que chaque trajectoire peut basculer en un instant, que chaque geste humain peut avoir des répercussions insoupçonnées, et que parfois c'est en donnant sans calcul qu'on trouve la clé de sa propre libération. Claire n'était pas devenue quelqu'un d'autre. Elle n'avait pas été transformée par la magie d'un miracle professionnel. Elle avait simplement été reconnue pour ce qu'elle était, et mise en situation de le démontrer. Et c'était cela, au fond, la vraie réparation. Pas un retour en grâce. Une possibilité réelle de faire ce qu'on sait faire, pleinement, sans avoir à se justifier, sans devoir effacer son passé. 6 mois après le lancement officiel du programme Horizon, les couloirs du petit centre à Lyon résonnaient de voix nouvelles, d'histoires de vie complexes et de projets en gestation. Claire, désormais à la tête d'une équipe élargie, avait vu passer plus de 50 femmes par ses ateliers, chacune apportant son lot de défis, de silence, de résistance et de renaissance discrète. Certaines retrouvaient un emploi, d'autres reprenaient des études, quelques-unes montaient des micro-projets locaux avec l'aide d'associations partenaires. D'autres encore, moins visibles, parvenaient simplement à sortir de l'isolement, à reprendre confiance, à oser prendre la parole en public, ce qui, dans certains cas, représentait déjà une victoire immense. Le programme n'était pas un miracle, ni un modèle de perfection. Il rencontrait des lenteurs, des tensions internes, des limites budgétaires, mais il tenait et il évoluait. Claire refusait les approches paternalistes. Elle ne promettait pas de sauver qui que ce soit, encore moins de transformer la société à coup de bonnes intentions. Elle travaillait à hauteur d'humain, avec rigueur, méthode et humilité, et c'est précisément cela qui donnait au projet sa force. Un jeudi matin, en plein atelier de simulation d'entretien, elle fut interrompue par la réceptionniste. Gabriel Dumas était là, sans rendez-vous. Il n'était pas venu depuis près de 2 mois. Claire le reçut dans le petit bureau vitré au fond du centre, avec la même sobriété que la première fois. Gabriel salua poliment l'équipe, puis s'installa en face d'elle. « Je voulais voir de mes propres yeux, savoir où nous en étions. Vous avez les rapports. Tout est détaillé, » répondit-elle en lui tendant le dernier tableau de bord mensuel. Gabriel hocha la tête sans le lire. « Je sais, mais je ne voulais pas des chiffres. Je voulais entendre ce que vous ne mettez pas dans les documents. » Claire s'autorisa un sourire. « Ce que je ne mets pas, c'est que certaines femmes pleurent de peur en entrant ici, mais rient 2 semaines plus tard, que d'autres arrivent avec la rage au ventre et repartent avec des idées d'entreprise, que parfois on échoue, que parfois on recommence. » Gabriel resta silencieux. Il observait le lieu, les panneaux d'affichage, les tableaux remplis de dates, les notes colorées sur les murs. Il vit les visages au fond du couloir, ceux qui passaient, ceux qui saluaient Claire avec un respect tranquille. « C'est ce que j'espérais, » dit-il enfin, « que vous en fassiez quelque chose de durable. » Claire croisa les bras. « Je ne vous dois pas ça. Je le fais pour elle et pour moi. Parce que je sais ce que ça fait de tomber sans que personne ne tende la main. Je veux que cet endroit soit cette main. » Gabriel acquiesça. « Vous avez réussi, Claire. Et je voulais vous dire que le conseil d'administration de Bellemonde souhaite étendre le modèle, ouvrir d'autres centres dans 3 villes, avec vous à la direction générale du programme national. » Claire le fixa, surprise. Elle n'avait jamais envisagé d'étendre son rôle aussi largement. Elle pensa à Élise, à leur routine enfin stabilisée, à leur appartement à Montplaisir, à l'école, aux amis. Elle prit une grande inspiration. Si cela implique de quitter Lyon, c'est non.
Gabriel sourit légèrement. On s'en doutait. C'est pourquoi l'idée serait que vous restiez ici, que vous gardiez la tête du projet de Lyon tout en coordonnant les autres depuis cette base, avec les outils numériques, les déplacements ponctuels et une équipe dédiée dans chaque ville. Claire prit le document qu'il lui tendait. Elle lut les premières lignes. Un plan de développement cohérent, prudent, réaliste. Pas un délire de croissance. Elle garda le papier dans ses mains sans le commenter tout de suite. « Je vais réfléchir. Je ne veux pas perdre ce qu'on a construit ici. Il faut que ça reste humain, pas une usine à insertion. Ce ne sera jamais le cas si vous en êtes responsable. » Il allait se lever quand Claire l'interrompit. « Attendez, venez voir quelque chose. » Elle l'amena dans la salle de réunion. Au fond, sur le mur principal, un cadre attirait l'attention. Gabriel s'en approcha. Il reconnut immédiatement le foulard bleu pâle, soigneusement tendu, les initiales CM encore visibles, brodées en coin. En dessous, une simple phrase gravée sur une plaque discrète. Un geste. Une vie. Il resta debout quelques secondes, immobile. Puis il se tourna vers Claire. « Vous l'avez gardé ? Je l'ai lavé, repassé, encadré, parce que je voulais me souvenir. Pas de vous, de moi, de ce que j'ai fait ce jour-là, sans réfléchir, et de ce que ça m'a coûté. Mais surtout, de ce que ça m'a apporté. » Gabriel hocha la tête, visiblement touché, mais retenant toute forme d'émotion visible. Il respectait le ton choisi par Claire, factuel, sobre, digne. « Il est à sa place, » dit-il simplement. « Tout comme moi, » répondit-elle. Le jour même, elle raconta la visite de Gabriel à Élise, qui l'écouta en mangeant son dessert, les jambes croisées sur la chaise de la cuisine. « C'est lui, le monsieur que t'as aidé quand il était par terre. »« Oui, c'est lui. »« Elle est gentille ?» Claire hésita une seconde, puis répondit. « Il essaie. » Élise sembla satisfaite de cette réponse. Elle retourna à ses dessins. Claire l'observa un instant, son crayon en main, sa concentration sérieuse. Elle pensa à toutes les femmes qu'elle avait croisées ces derniers mois, à celles qu'elle allait encore accompagner. Elle pensa à ce jour d'automne où, sur un simple trottoir, elle avait fait un choix sans savoir qu'il changerait 2 vies. Un choix sans calcul, sans certitude, sans attente de retour. Un simple élan d'humanité. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour tout transformer.